Bienvenue dans ce cours de fiabilité et de sûreté de fonctionnement. Nous allons traiter aujourd'hui de la partie statistique appliquée à la fiabilité, puisque cette partie de cours ne se fait plus en séance, mais en MOOC. C'est parti donc pour quelques rappels sur les probabilités. On considère l'ensemble de l'univers oméga, sa probabilité d'être est de 100%. Cette probabilité que A soit comprise dans cet univers oméga est comprise forcément entre 0 et 100%, donc entre 0 et 1. Et la probabilité de non A, qu'on va noter probabilité A bar, ce sera donc le complément à 1 moins probabilité de A. Prenons un exemple pour illustrer cela. Considérons les anciennes façons de tirer le loto national avec un ensemble de possibles constitué de 49 sphères comprises et numérotées entre 1 et 49. Si on considère que l'ensemble des sphères numérotées de 10 à 19 constitue le sous-ensemble A. A est un sous-ensemble rouge à l'intérieur de l'ensemble des possibles oméga en jaune. Considérons maintenant un sous-ensemble différent, le sous-ensemble des multiples de 5. 5, 10, 15, 20 jusqu'à 45. B constitue un sous-ensemble situé à l'intérieur de l'ensemble des possibles oméga. Représentons notre univers des possibles comme un ensemble oméga jaune à l'intérieur duquel on va situer un sous-ensemble A rouge et un autre sous-ensemble B bleu. Si A est disjoint de B, l'intersection entre A et B, ce sera un ensemble vide. Donc la probabilité qu'un élément appartienne soit à A, soit à B, ce sera la somme de la probabilité d'appartenir à A plus la probabilité d'appartenir à B. Deuxième exemple, si A est entièrement compris à l'intérieur de B, A inclus dans B, la probabilité de A va être inférieure ou égale à la probabilité de B. Donc la probabilité qu'un événement appartienne à la fois à A et à B, ça va être la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Appliquons ces règles à un exemple en considérant les anciennes méthode de tirage du loto national. Il y avait 49 sphères, 49 boules numérotées de 1 à 49. L'ensemble des possibles, notre univers oméga, était donc l'ensemble des valeurs discrètes 1 à 49. Considérons un sous-ensemble A comme vu avant, qui contenait toutes les valeurs des dizaines, de 10 à 19. Considérons un ensemble B, constitué de l'ensemble des multiples de 5. 5, 10, 15, 20, 25, jusqu'à 45. La probabilité qu'un événement appartienne au sous-ensemble A est de 10, le nombre d'éléments du sous-ensemble A, sur 49, l'ensemble des possibles, soit 0,204. La probabilité d'appartenir au sous-ensemble B est de 9, puisqu'il y a 9 éléments de 5 à 45, sur 49, 0,184. Et la probabilité d'appartenir à la fois à l'un et à l'autre, donc la probabilité de A union B, c'est 2 sur 49, 0,037. Ainsi, d'une manière générale, lorsque A et B sont quelconques à l'intérieur de l'univers des possibles oméga, on peut dire que la probabilité que A union B, c'est égal à la probabilité de A, la partie en rouge, plus la probabilité de B, la partie en bleu, moins la partie en verte entre les deux, qui n'est autre que la probabilité d'appartenir à la fois à A et à B, parce qu'il ne faut pas prendre deux fois les entités communes. On utilisera également la notion de probabilité conditionnée, que l'on va noter probabilité de A bar B, ça voudrait dire probabilité de A si l'événement B a eu lieu, ou qu'on peut également noter la probabilité conditionnelle de A si B. Cette probabilité de A si B, elle vaut la probabilité de A intersection B, donc le produit des deux, divisé par la probabilité de B. Cette partie verte, probabilité de A intersection avec B, c'est donc égal à la probabilité de A si B multipliée par la probabilité de B. C'est aussi égal, comme on l'a déjà vu avant, à la probabilité de A et B. Une autre variante consiste également à dire que la probabilité de A si B, c'est la probabilité de A fois B divisée par la probabilité de B. Intéressons-nous aux événements discrets. Vous connaissez peut-être déjà l'épreuve de Bernoulli, qui est une expérience avec deux possibilités. Soit un événement B arrive avec une probabilité P, soit l'événement n'arrive pas, B bar, avec une probabilité de 1 moins P. Le principe consiste à répéter l'expérience un certain nombre n de fois. On va considérer grand X comme la variable aléatoire discrète, c'est-à-dire le nombre de réalisations de l'éventualité B pendant notre expérience. On va obtenir au final une loi de probabilité, qui va être une loi binomiale de paramètres Pn, telle que la probabilité que X soit égal à K est égal à Cnk multiplié par P puissance K, facteur de 1 moins P puissance N moins K. K plus N moins K nous donne N, le nombre d'expériences qui ont été menées. CNK en français est généralement noté dans les pays anglo-saxons comme Kn entre parenthèses, forme d'un vecteur. Et CNK, si vous vous rappelez, c'est factoriel N sur factoriel K multiplié par factoriel de N moins K. On va noter E de X, l'espérance mathématique, c'est-à-dire la valeur moyenne de toutes les valeurs X indices possibles sur l'ensemble de nos possibilités grand X que l'on va pondérer par leurs valeurs, qui vont être les probabilités associées à chacune de ces grandeurs X. Par exemple, si on a 15 échantillons, tels que représentés par ici, où l'échantillon 1, 3, 5 et 7 sont apparus une fois, l'échantillon 2 est apparu 2 fois, ainsi que l'échantillon 6, l'échantillon 8 est apparu 3 fois, et l'échantillon 4 est apparu le plus souvent avec 4 occurrences. On va pouvoir dire que E de X, l'espérance mathématique, c'est égal à NP dans le cas d'une loi binomiale, sachant que grand X, ce sont l'ensemble des valeurs X1 jusqu'à Xn, toutes les valeurs possibles. Cette espérance mathématique, il a déjà été montré dans les cours de probabilité,
que c'était la somme discrète de i égale à 1 jusqu'à n de xi multiplié par la probabilité que grand X soit égal à xi. Autrement dit, dans le cas d'espèce, e de x, c'est la valeur 1 multipliée par une apparition sur les 15 échantillons, plus la valeur 2 multipliée par 2 apparitions sur 15 échantillons, et ainsi de suite jusqu'à la valeur 8, qui est apparue 3 fois sur les 15 échantillons. Faites le total de tout ça, vous trouvez 4,8. L'espérance mathématique, on vient de la définir, ou en tout cas on vient de la rappeler dans le domaine discret. Regardons un peu ce qui se passe dans le domaine continu si on a une variable grand X qui est aléatoire et continue, qui peut prendre n'importe quelle valeur dans R. On a déjà défini, dans le cadre de nos outils statistiques sur la fiabilité, la densité de probabilité. Et on va définir de manière probabiliste cette densité de probabilité, petit f de x, comme étant une grandeur uniquement positive, et intégrable, de telle manière à ce que petit f de x soit égal à la probabilité que grand X soit compris entre l'instant d'observation petit x et l'instant d'observation petit x plus un petit delta x suivant, le tout divisé par delta de x. Autrement dit, on est en train de définir la pente. Bien entendu, il vient que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette densité de probabilité petit f de x dx ne pourra faire que 1. Rappelez-vous en discret, la somme de l'ensemble des événements entre 1 et n des probabilités de xi était égale à 1. De même, la probabilité que x soit compris cette fois-ci entre a et b, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit compris entre a et b, c'est l'intégrale avec les bornes a et b de petit f de x dx. Ainsi, si on s'intéresse à l'intégrale de cette fonction de répartition petit f u du compris entre 0 et x, ça va correspondre, cette intégrale, à grand f de x comme étant la probabilité que l'événement x ait eu lieu avant l'instant d'observation petit x. F de x est bien entendu égal à la dérivée de grand f de x sur x. Et par définition, l'espérance mathématique, ça correspond à quoi physiquement? Ça correspond à la moyenne sur grand X de l'ensemble de la surface de la courbe P de x. Autrement dit, quand on effectue les calculs, on se rend compte que l'espérance mathématique, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, la variable f de x dx, lorsque l'on est en continu. Et lorsque l'on est en discret, cette espérance mathématique, c'est bien ce qu'on avait intuité avant, la somme discrète de i égale à 1 jusqu'à n, de xi, la variable, probabilité que grand X soit égal à cette variable x de i. Donc les probas, c'est bien, mais nous, fiabilistes, on préfère les utiliser et surtout savoir à quoi ça se rapporte chacun des éléments que l'on a pu déterminer ou calculer grâce aux statistiques et aux probabilités. La probabilité de défaillance, c'est ce que l'on a noté, grand F de t, c'est la probabilité qu'un système cesse de fonctionner à l'instant t particulier. Cette probabilité de défaillance, grand F de t, c'est la probabilité que l'instant de défaillance grand X ait eu lieu au moins avant l'instant d'observation. Mais comme c'est également l'intégrale de 0 à t de petit f de t dt, on a donc une analogie entre le f de t de la partie statistique et la densité de défaillance qu'on avait vu au chapitre précédent. Bien entendu, d'une manière générale, un système au départ, il est fiable à t égale 0, grand f de 0 égale 0, et le système finit à un moment ou à un autre, inévitablement par rentrer en défaillance, donc la limite, lorsque le temps tend vers l'infini de grand f de t, ça ne peut être que 1. On a vu dans la partie fiabilité que grand f de t, c'était égal à 1 moins r de t, r étant la fiabilité, c'est-à-dire que r de t, c'est 1 moins f de t, autrement dit, c'est 1 moins la probabilité que grand x, l'instant de défaillance, ait eu lieu avant l'instant t d'observation, c'est donc bien la probabilité que l'instant de défaillance grand X ait lieu après l'instant d'observation petit t. La densité de probabilité de défaillance petit f de t, c'est la probabilité d'avoir une défaillance entre l'instant d'observation t et l'instant d'observation t plus un petit delta t. Elle vaut f de t dt, c'est-à-dire que grand f vaut l'intégrale de 0 à t de f de t dt. Autrement dit, petit f de t, c'est bien la dérivée de grand f de t. Et comme grand f vaut 1 moins r, ça veut dire que petit f de t vaut également, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, moins la dérivée de grand r de t sur dt. Et puisque l'intégrale de 0 à l'infini de f de t dt vaut 1, r de t vaut l'intégrale de t jusqu'à l'infini de petit f de t dt. Si on considère petit f de t que l'on parcourt entre 0 et l'infini, à un instant d'observation quelconque, on laisse avant grand f de t, la partie en rouge sur la cloche de fromage, et il nous reste après grand r de t qui correspond à toute la fiabilité qui nous reste pour notre système. Considérons la probabilité qu'un système perde sa capacité à accomplir une fonction dans le temps, alors qu'il n'a pas connu de défaillance avant l'instant d'observation t, c'est-à-dire qu'on appelle le failure rate, le taux de défaillance. Notre taux de défaillance en termes probabilistes peut être traduit par la probabilité que l'instant x de défaillance soit compris entre t et t plus delta t, sachant que grand X est forcément supérieur à l'instant t puisqu'il n'est pas en panne. C'est les probabilités conditionnées qu'on avait vues au début de cette séance, c'est-à-dire que c'est la probabilité que x soit compris entre t et t plus delta t, intersection grand X supérieur à t, divisé par la probabilité que x soit supérieur à t. Si on simplifie, puisque forcément x est supérieur à t, si l'instant de défaillance est supérieur à t et intervient un petit chouïa de temps
après. C'est donc la probabilité que l'instant de défaillance grand X soit compris entre t et t plus delta t, divisé par la probabilité que X soit supérieur à t. Ainsi, ce taux de défaillance lambda de t, c'est la limite de la probabilité que X soit compris entre t et t plus delta t, union X supérieur à t multiplié par 1 sur delta t, quand delta t tend vers 0, parce que lambda de t correspondra à la pente de la courbe. On va donc obtenir lambda de t égale limite quand delta t tend vers 0 de f de t plus delta t moins f de t divisé par delta t multiplié par la probabilité que X soit supérieur à t. On a ainsi une forme y sur x qui va apparaître avec la partie surlignée en jaune qui correspond à la variation de f de t sur l'instant delta t, donc la pente, divisé par la probabilité que x soit supérieur à t. Autrement dit, la pente c'est bien f' de t et la fiabilité à l'instant t c'est grand R de t. C'est-à-dire que lambda c'est la limite quand delta t tend vers 0 de f' de t sur rt. F' c'est petit f. Donc on revient et on démontre ce qu'on avait aperçu lors du premier chapitre. Lambda t peut également être exprimé comme étant petit f de t sur grand R de t. Et comme f de t c'est également moins la dérivée de r de t sur dt, on peut donc dire que lambda t c'est moins 1 sur r de t multiplié par la dérivée de r de t. Par ailleurs, puisque l'intégrale de 0 à t de lambda t dt c'est moins l'intégrale de r de 0 jusqu'à r de t de la dérivée de r de t sur r de t. On se retrouve avec une forme u' sur u, et quand on a l'intégrale de u' sur u, quelque part dans nos souvenirs, il semble bien que ça nous donne une forme logarithme népérien de u. Notre intégrale de 0 à t de lambda t dt c'est moins logarithme népérien de r de t compris entre r de 0 et r de t. D'où la forme générique r de t c'est r de 0, la fiabilité à l'instant 0, de l'exponentielle de moins l'intégrale de 0 à t, lambda t dt. Mais r de 0 c'est forcément 1, 100%, quel que soit lambda. À l'origine, tout système est fiable à 100%. D'où l'équation générique qui ne sort pas du chapeau, qui donne r de t comme étant l'exponentielle de moins l'intégrale de 0 à t, lambda t dt. R et lambda sont donc directement corrélés par cette loi exponentielle. Revenons à l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de la variable t étant bien sûr positif ou nul, on a dit que ça correspondait au MTTF. Si on dit qu'MTTF c'est l'espérance mathématique, par définition ce sera l'intégrale de 0 à plus l'infini. Nous, en termes fiabilistes, il n'y a rien avant 0, donc ce ne sera uniquement qu'un temps positif. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt. On retrouve donc une forme u'v, et vous savez que l'intégrale de u'v c'est uv plus l'intégrale de uv', pour simplifier. Le MTTF c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de t dr de t, c'est égal à moins t r de t compris entre 0 et plus l'infini, plus l'intégrale de 0 plus l'infini de r de t dt. Comme on sait que r de t va tendre vers 0 à l'infini, on va poser que la limite quand t tend vers plus l'infini de t r de t c'est égal à 0. On considère toujours qu'une exponentielle est plus forte qu'une variable polynomiale. En effet, r de t étant apparenté à exponentielle moins t, c'est lui qui l'emportera dans le conflit avec la multiplication par t. Ainsi, notre MTTF c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de r de t dt, ce qui concrètement se traduit par la partie jaune de la courbe. MTTF c'est toute la surface engendrée par r de t. Allez, après cette séance de chauffage des ménages, un exercice, calcul de la durée de vie d'une ampoule. Et on va essayer de démontrer effectivement ce qu'on a toujours dit, que la loi exponentielle est sans mémoire. La durée de vie d'une ampoule à incandescence, on va considérer que c'est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,01 défauts par jour. Quelle est la durée de vie d'une ampoule? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre en pause et je vous donne la réponse dans 2 secondes. La durée de vie moyenne, donc, ça va être égal à l'espérance mathématique au MTTF, c'est-à-dire, puisqu'on est avec une loi exponentielle à 1 sur lambda. 1 sur 0,01, ça va vous donner 100 jours. Petit f de t, la probabilité de défaillance, on va l'écrire comme étant égale à 0,01 exponentielle moins 0,01t. Ça va nous servir pour répondre à la deuxième question qui est, quelle est la probabilité qu'une ampoule qui fonctionne au jour J fonctionne encore 10 jours après? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre en pause et revenir sur la réponse que je vous donne dans 2 secondes. Comment va-t-on écrire ça? Cette probabilité que l'ampoule qui fonctionne au jour J fonctionne encore 10 jours après. Qu'elle fonctionne encore 10 jours après, ça veut dire que c'est la probabilité que X, l'instant de défaillance, soit supérieur à J plus 10, sachant que X est supérieur ou égal à J. Comme on l'a déjà vu, c'est la probabilité que X soit supérieur à J plus 10, multiplié par X supérieur à J, le tout divisé par la probabilité que X soit supérieur ou égal à J. Autrement dit, l'univers des possibles, c'est mon ensemble oméga. Au démarrage, la trajectoire de vie de mon ampoule consiste à rentrer dans l'univers des possibles oméga. L'instant d'observation, c'est lorsque l'on rentre dans le sous-ensemble bleu P, et 10 jours après, on devrait rentrer dans la zone restreinte correspondant au sous-ensemble rouge. Quelle est la probabilité que l'ampoule fonctionne lorsqu'on entre dans le rouge au moment où on entre dans le bleu? Comme on l'a vu, on peut simplifier donc la probabilité conditionnelle et dire que c'est la probabilité que X soit supérieur à J plus 10 divisé par la probabilité que X soit supérieur à J. Revenons à la fiabilité. La probabilité que l'instant de défaillance ait lieu 10 jours après l'instant J, c'est la fiabilité R à J plus 10. La probabilité que X soit supérieur, c'est équivalent à la fiabilité R de J. R c'est 1 moins F, donc ça va nous donner 1
1 moins f de j sur 10, f ça va nous donner 1 moins f de j plus 10 divisé par 1 moins f de j. Or f de x, c'est la fonction de répartition, c'est-à-dire la défaillance, qui vaut 0 quel que soit x négatif et qui vaut pour tout x positif l'intégrale de 0 à plus l'infini de petit f de x dx qu'on vient de calculer juste avant. L'intégrale de 0 à x de 0,01 exponentielle moins 0,01t dt. Intéressons-nous au numérateur, le dénominateur c'est le même raisonnement, le numérateur c'est 1 moins f de j plus 10. Autrement dit, si j'utilise l'intégrale que j'ai au-dessus pour f, c'est 1 plus 0,01, je sur la constante divisé par 0,01, exponentielle de moins 10 plus j divisé par 100, la borne haute, moins 0,01 divisé par 0,01, exponentielle de 0, la borne basse. Exponentielle de 0, ça fait pas lourd, ça fait 1. On a 1 moins 1, il va nous rester uniquement le 0,01 sur 0,01 qui va sauter, exponentielle de moins j plus 10 sur 100, puisque on peut en déduire directement que 1 moins f de j, ce sera exponentielle de moins j sur 100. La probabilité que l'ampoule tombe en panne 10 jours après l'instant d'observation, au moment duquel où elle n'est pas encore en panne, ça nous donne exponentielle de moins j plus 10 sur 100, divisé par exponentielle de moins j sur 100. On passe ces deux exponentielles au numérateur, ça donne exponentielle de moins 10 centièmes, c'est-à-dire 0,905. Ah oui, mais attendez, et t alors dans l'affaire, que t égale 1, que t égale 1 milliard, ça change rien. Le résultat est totalement indépendant de l'instant d'observation. On peut donc bien dire que la loi exponentielle n'a pas de mémoire. La probabilité de survie d'une ampoule quelconque 10 jours après l'instant d'observation ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. C'est bien ce qu'on a toujours dit dans la partie théorique jusqu'à présent. La suite en présentiel.